avant le mariage de ma sœur, j'ai vu que ma carte avait été débitée de la totalité de la réception. Elle m'a souri et a dit, « Toi, le loser qui n'a même pas de famille. C'est le moins que tu puisses faire. » J'ai juste souri. Alors tu vas adorer ce qui se passe ensuite. Le lendemain matin, tous les appels, tous les SMS portaient sur le lieu, la facture, la confusion. Et quand ils ont finalement réussi à me joindre, j'ai simplement fait ceci. Tout a commencé par une notification de ma banque alors que j'étais au travail. 14 028,52 € débités de mon compte. Le nom du fournisseur indiquait Witest Stone Estate Events. Je l'ai regardé une seconde, non pas parce que je ne reconnaissais pas le nom, mais parce que je le reconnaissais. C'était le lieu de réception que ma sœur Olivia avait tant convoité pendant des mois. Elle envoyait des photos au groupe de discussion familiale, demandant constamment des commentaires dont elle n'avait cure. Ce n'était jamais, penses-tu que c'est joli? C'est là que je donnerai ma réception de mariage. Point final. Pas de questions, pas d'humilité, juste de l'arrogance dans une robe blanche. Je n'ai jamais proposé de payer pour ça. Je n'aurais jamais proposé de payer pour ça, mais d'une manière ou d'une autre, c'était ma carte qui payait la note. J'ai vérifié la transaction 2 fois, espérant que je la lisais mal, mais le chiffre me regardait comme une gifle. 14 000 €. J'avais économisé cet argent pour un apport. En silence, toute seule. Je n'avais même jamais dit à personne que j'avais enfin atteint le seuil. Mes mains tremblaient quand je me suis connectée au compte. C'est là que j'ai compris. J'avais ajouté ma mère à ce compte il y a 6 mois. C'était censé être temporaire. Elle était en panique à cause d'une facture qu'elle ne pouvait pas couvrir. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru quand elle a dit qu'elle n'y toucherait plus jamais. Elle m'a même serré dans ses bras après et m'a dit que j'étais une bonne fille. Je me souviens de ça parce qu'elle dit rarement des choses comme ça. Maintenant, je faisais face à un trou dans mes économies et à un reçu pour une fête à laquelle je n'avais même pas hâte d'assister. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai conduit directement chez mes parents, je suis entrée sans frapper. Ils étaient dans la cuisine. Mon père m'a dit le classique, « Qu'est-ce qui t'amène ?» et ma mère avait l'air d'avoir avalé quelque chose de trop gros. Puis Olivia est entrée. Cheveux fraîchement bruchés, leggings serrés, lunettes de soleil toujours portées à l'intérieur. Je lui ai demandé qui lui avait donné la permission d'utiliser mon compte. Elle n'a pas scié. Elle a souri et a dit que ce n'était pas grave, que je n'avais pas d'enfant, pas de mari, pas de mariage à moi, que j'étais assise sur de l'argent pendant que son moment unique approchait. Tu es un loser qui n'a même pas de famille. C'est le moins que tu puisses faire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté, j'ai juste souri. Alors tu vas adorer ce qui se passe ensuite. Je me suis retournée et je suis partie. Olivia a ri derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone s'allumait déjà. Appel manqué, message concernant le lieu, le paiement, quelque chose n'allait pas dans le système, quelque chose n'était pas traité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà parlé au lieu plus tôt dans la journée. Je leur avais dit que le paiement était non autorisé, frauduleux. Je leur avais montré le rapport de police que j'avais déposé, l'affidavit que j'avais soumis à la banque. J'avais demandé que le remboursement soit traité, et je leur avais donné un nouveau contact. Ils ont accepté, et j'ai ensuite appelé tous les fournisseurs que je savais qu'ils avaient réservés. Fleuristes, traiteurs, même le photographe. Ils étaient tous enregistrés sous mon nom parce qu'Olivia pensait qu'en m'utilisant, cela garantirait l'approbation. J'ai tout annulé. Mais je n'avais pas terminé. Pas encore, car les 14 000 € n'étaient que le début. Le lendemain matin, ma mère a appelé 2 fois avant 7 heures. Je les ai laissés sonner les 2 fois. Pas de message vocal. Elle ne laisse jamais de message vocal quand elle est paniquée. Olivia a suivi juste après, faisant exploser mon téléphone avec des SMS. Le premier disait simplement, « Que as-tu fait ?» Puis une tempête de messages est arrivée un par un. Quelque chose concernant l'annulation du lieu, un problème avec le traiteur, le fleuriste refusant de confirmer, et puis sont arrivées les menaces, les chantages affectifs, les insultes. Tu es dégoûtante.
Tu ferais mieux de régler ça. Tu ruines ma vie. Tu as toujours été jalouse de moi. J'ai lu chaque mot comme si je parcourais un dossier de spam. Je n'ai pas répondu. Vers 9h30, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Olivia. J'ai regardé par la fenêtre de l'étage pendant qu'elle se tenait là en leggings et un énorme sweat à capuche, les cheveux tirés en arrière, le téléphone toujours à la main. Elle est restée un moment, puis est finalement partie, mais pas avant d'avoir glissé un morceau de papier sous la porte. C'était une note manuscrite. Tu penses que c'est fini? Tu es morte pour moi. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui me faisais utiliser, manipuler ou faire chanter émotionnellement. Je n'ai rien ressenti en lisant ça, et c'était nouveau. J'ai passé le reste de la journée à faire ce que j'aurais probablement dû faire des années auparavant. D'abord, je me suis connectée au portail du propriétaire de l'appartement où Olivia et son fiancé vivaient. Je couvrais la moitié de leur loyer depuis presque un an sous prétexte qu'ils se mettaient sur pied. Mes parents m'avaient supplié. Olivia avait pleuré pendant cet appel téléphonique. Je les avais crus. Bien sûr, je les avais crus, mais plus maintenant. J'ai supprimé mes informations de paiement. Le loyer était dû dans 4 jours. Je n'allais pas les prévenir, les laisser se débrouiller comme des adultes. Ensuite, j'ai de nouveau appelé la banque et fermé définitivement le compte auquel ma mère avait encore accès. Il restait environ 1800 € dessus. J'ai transféré chaque centime sur mon nouveau compte privé et j'ai fait fermer formellement l'ancien compte. Plus de failles, plus de portes dérobées. Je n'ai rien entendu pendant quelques heures. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de Wheatstone Estate. C'était le responsable du lieu. Elle a dit qu'Olivia les avait appelés en panique, insistant sur le fait que l'annulation était une erreur. Elle avait affirmé que j'avais changé d'avis et que j'allais transférer l'argent dans l'heure. Le responsable appelait pour confirmer. Je lui ai dit non, ce n'était pas une erreur et non, je n'avais pas changé d'avis. J'ai demandé qu'on m'envoie des copies de toutes les communications qu'Olivia avait eues avec eux à partir de maintenant, au cas où cela deviendrait quelque chose de plus laid. C'est là que j'ai entendu une voiture entrer dans mon allée. Au début, j'ai supposé que c'était encore Olivia, mais ce n'était pas elle. C'étaient les parents de son fiancé. Ils sont sortis lentement de la voiture. Le père avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas pourquoi ils étaient là. La mère s'est approchée avec une expression serrée comme si elle avait répété 3 fois ce qu'elle voulait dire dans la voiture. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu dire que je couvrais les frais du mariage et que, comme tout s'effondrait maintenant, ils ne comprenaient pas pourquoi je me retirais soudainement. Je leur ai demandé qui leur avait dit ça. Ils ont dit Olivia et ma mère. Ils croyaient vraiment que j'avais accepté de financer le tout, lieu, traiteur, robe, même une partie de la lune de miel. Je pouvais voir le changement se produire en temps réel alors que j'expliquais que je n'avais jamais accepté quoi que ce soit et que tous ces paiements avaient été effectués sans ma connaissance ou ma permission. Je leur ai tendu un dossier avec des captures d'écran, l'activité du compte et une copie du rapport de police que j'avais déposé après avoir découvert la fraude. Ils n'ont pas dit grand-chose au début, ils ont juste regardé les papiers. Puis le père s'est excusé tranquillement. La mère aussi, un peu plus maladroitement, mais il était clair qu'elles étaient embarrassées et qu'elles avaient été complètement induites en erreur. Elles m'ont dit qu'elles reportaient le mariage. On dit qu'elles ne voulaient pas être impliquées dans quelque chose qui avait commencé par de l'argent volé et des mensonges. Ce soir-là, j'ai enfin reçu un message de quelqu'un qui ne m'accusait pas d'être sans cœur. C'était de la mère du fiancé. Je suis tellement désolée pour ce dans quoi vous avez été entraînés. Vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Nous reconsidérons tout. Personne d'autre n'a appelé. Personne d'autre n'a envoyé de SMS. Pas ma mère. Pas Olivia. Mais je n'avais pas terminé. Pas du tout. Le lendemain matin, le silence était assourdissant. Non. Pas d'appel manqué, pas de SMS paniqué, rien de mes parents, rien d'Olivia. Et c'est exactement comme ça que j'ai su qu'ils se regroupaient. Voyez-vous, dans ma famille, le silence ne signifie jamais la paix. Il signifie la planification. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Juste l'après-midi, mon père a finalement appelé. J'ai décroché,
curieuse de savoir jusqu'où ils iraient pour réécrire la réalité. Il a commencé lentement, comme si rien ne s'était passé. A dit que les choses étaient compliquées et que toute la situation était un gros malentendu. Il a continué à utiliser des mots comme mauvaise communication et confusion, comme si 14 000 € avaient accidentellement quitté mon compte et payé un mariage auquel je n'étais pas invitée à aider à planifier. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait taire. Tu sais qu'Olivia est vraiment blessée. Elle pense que tu essaies de ruiner son grand jour. Ne pouvons-nous pas simplement dépasser cela? Dépasser cela? Je lui ai rappelé le moment où je me tenais dans cette cuisine demandant qui avait pris mon argent et la façon dont Olivia m'avait regardé dans les yeux et m'avait traité de loseuse. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Il n'a pas répondu, a juste marmonné quelque chose sur le fait que votre mère avait de bonnes intentions avant de raccrocher. C'était sa version d'excuse. Dévier et raccrocher. Quelques heures plus tard, ma mère m'a envoyé un long email. Il a commencé comme une offre de paix, mais a révélé quelque chose d'autre. Elle a écrit qu'elle n'avait jamais pensé que je réagirais ainsi, et qu'elle était honnêtement choquée que j'aille jusqu'à impliquer la police. Elle a dit que je l'avais fait me sentir comme une criminelle. Puis, au milieu d'un paragraphe, elle a lâché la phrase qui m'a fait grincer des dents. Je pensais vraiment que tu serais fière de faire quelque chose de significatif pour la famille, surtout que tu n'as pas de famille à toi. C'était ça. C'était la phrase. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré cet email à ma tante Lisa avec la ligne d'objet, je pensais que tu aimerais voir ça. Lisa a appelé dans les 10 minutes. Elle était furieuse. Elle a toujours été la seule de notre famille qui ne m'a jamais traitée comme un atome émotionnel. Elle a dit qu'elle appelait les gens avant que maman ne puisse faire tourner l'histoire. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a juste dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Le soir venu, le groupe de discussion implosait. Ma cousine Jenna a commencé à m'envoyer des captures d'écran. Il s'est avéré que ma mère avait dit à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive à un malentendu et que j'avais blessé Olivia pendant une période émotionnelle. Mais Lisa n'a pas cédé. Elle a commencé à poser de vraies questions, comme pourquoi le mariage était réservé sous mon nom, pourquoi mon compte bancaire avait été utilisé, pourquoi ma mère y avait accès. Puis quelqu'un a posé la question que je me posais aussi. Pourquoi avais-je payé le loyer d'Olivia? Cette question a atterri comme une grenade. J'ai appris plus tard qu'Olivia avait fait le tour en demandant de l'aide à d'autres parents, disant que je l'avais soudainement coupée sans avertissement. Elle avait dit aux gens qu'elle et son fiancé allaient être expulsés. Elle a présenté les choses comme si je l'avais prise par surprise, mais ensuite mon oncle Drew est intervenu. Si elle peut se permettre un mariage à 30 000 €, elle peut se permettre le loyer. Le groupe de discussion s'est tu après ça. Ce soir-là, vers 20h30, des phares ont illuminé mon allée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu ma mère debout près de sa voiture, les bras croisés, regardant la maison. Elle n'a pas frappé, elle est juste restée là un moment, a fait les 100 pas un peu, puis est partie en voiture. Le lendemain matin, Olivia a craqué. 37 messages, j'ai compté. Ils ont commencé de manière agressive, me disant que j'avais détruit sa vie, l'avais humiliée, embarrassé son fiancé. Puis est arrivé le dérapage. Elle a dit que le mariage était officiellement annulé, que les acomptes étaient perdus, et que ses parents avaient arrêté de lui parler. Elle m'a supplié de régler ça, disant que j'avais tout ruiné. J'ai tout lu, chaque mot. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allée me promener parce que pour la première fois depuis des années, il n'avait aucun contrôle et je n'avais aucune culpabilité. Il pensait me punir par le silence, par la honte, par l'exil. Mais je n'étais plus cette fille. J'avais passé tellement de temps à essayer de ne pas être le problème que je suis devenue la solution pour eux. Jamais pour moi. Plus maintenant. Mais ensuite, alors que les choses commençaient à se calmer, j'ai reçu un appel d'un numéro que je reconnaissais, la mère de son fiancé. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler en personne. Elle a dit qu'elle avait appris quelque chose qui avait tout changé. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à la périphérie de la ville. La mère du fiancé d'Olivia est entrée seule, serrant son sac à main comme s'il contenait des secrets. Elle avait l'air épuisée,
mais déterminée, le genre de femme qui avait été nourrie de trop de mensonges, et avait finalement décidé de les recracher. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit que le mariage n'était pas seulement reporté. Il s'effondrait de l'intérieur. Son fils, le fiancé d'Olivia, était parti 2 nuits auparavant. Il avait pris un sac, lui avait dit qu'il avait besoin d'espace, et qu'il y avait des choses pour lesquelles il ne s'était pas inscrit. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait me redresser sur mon siège. Ils avaient trouvé une carte de crédit. Pas la sienne, pas celle d'Olivia. Une ouverte à mon nom, utilisée au maximum, 8 000 € de frais. Tout a commencé quand il était retourné à l'appartement pour récupérer son passeport. Il a vu une pile de courriers non ouverts sur le comptoir et l'a parcouru par ennui, ou peut-être par instinct. Glissé entre des prospectus de magasins et un catalogue de mariage se trouvait un relevé d'une banque que je n'avais jamais utilisé avec mon nom complet en haut. Il a pris des photos, puis a interrogé Olivia à ce sujet. Au début, elle a balayé la chose, disant que je savais, que je l'avais mise en place pour les préparatifs du mariage afin que cela ne nuise pas à leur crédit. Il a dit qu'il ne la croyait pas. C'est là qu'elle a changé de tactique. A dit que c'était mon idée, que j'étais jalouse et que j'essayais de contrôler son mariage. Elle a continué à parler, à creuser plus profondément, disant qu'elle avait été forcée de l'ouvrir à mon nom parce que je ne prenais pas mes responsabilités comme le ferait un membre de la famille. Il est parti cette nuit-là, est allé chez ses parents sans dire un mot. Le lendemain matin, il leur a montré le relevé de la carte de crédit. La mère du fiancé a sorti l'impression de son sac et me l'a glissé sur la table. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, des frais dans une boutique de mariés à la, un spa haut de gamme à Napa, des vols, un week-end de futurs mariés de luxe de 3 jours, une paire de chaussures de créateur à 900 € que je n'avais jamais vue. Elle a dit que l'histoire d'Olivia continuait de changer et qu'elle avait finalement admis. Elle avait utilisé mes informations. Elle a dit, je cite, « Barbara a de l'argent. Elle s'en sortira. » Puis est arrivé le coup de grâce. Ma mère avait signé en tant que deuxième vérificateur sur la demande. Ma propre mère avait aidé Olivia à commettre une fraude par carte de crédit en mon nom. En pleine conscience, je me suis assise là en silence pendant qu'elle continuait à parler, mais tout autour de moi semblait distant, comme si l'air avait été aspiré de la pièce et qu'il ne restait que du statique. Elle a de nouveau fouillé dans son sac et a sorti une clé USB. Photos, capture d'écran, relevé bancaire, chaîne de mai, preuves. Elle a dit que son fils envisageait d'annuler complètement le mariage et qu'il voulait que j'aie tout ce dont j'avais besoin pour me protéger. Elle m'a dit qu'elle et son mari soutenaient pleinement tout ce que je choisirais de faire ensuite et qu'ils n'avaient aucune idée de la profondeur de tout ça avant cette nuit-là. J'ai conduit directement au poste de police, j'ai déposé le 2e rapport, cette fois pour usurpation d'identité et fraude. J'ai gelé mon crédit, j'ai appelé les banques. J'ai commencé le long processus de réparation des dommages et je n'ai pas hésité quand on m'a demandé si je voulais porter plainte. Oui. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul message au groupe de discussion familiale. Olivia a ouvert une carte de crédit à mon nom et l'a utilisée au maximum. Maman l'a co-signée. La banque et la police ont tout. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. J'ai désactivé le chat après ça et je n'ai pas lu les réponses, mais ma tante Lisa l'a fait. Elle m'a appelé 1 heure plus tard en riant. Elle a dit qu'Olivia avait essayé de faire passer la carte pour un cadeau surprise que j'avais offert et que j'avais ensuite oublié. Mon cousin Anthony a demandé pourquoi un cadeau surprise inclurait une robe à 900 € étiquetée « Énergie de mariée ». Tout le groupe de discussion s'est retourné contre elle après ça. Ma grand-mère a laissé un message vocal disant qu'elle avait honte. Je n'avais pas entendu cette femme parler plus de 10 mots en un an. Elle a dit qu'Olivia n'avait pas été élevée pour voler et que mes parents avaient permis quelque chose de pourri. J'ai appris plus tard qu'Olivia avait de nouveau essayé d'obtenir de l'aide d'un autre cousin pour le loyer. Il l'a bloqué. Les parents de son fiancé ont dit au propriétaire qu'ils ne co-signeraient plus. L'avis d'expulsion est arrivé 3 jours plus tard. Je n'ai même pas eu à bouger le petit doigt. Tout ce qu'elles avaient construit sur mon dos s'effondrait. Mais je n'avais pas terminé. Pas du tout. 2 jours après avoir déposé les plaintes pour fraude, j'ai reçu un appel d'un numéro restreint.
Je l'ai laissé aller en messagerie vocale. C'était ma mère qui pleurait. Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'Olivia était allée si loin, qu'elle pensait que la carte de crédit était une option de secours au cas où je ne ferais pas l'affaire. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu aurais dû dire oui dès le début. Rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai appelé le propriétaire de l'immeuble d'Olivia pour suivre, juste pour m'assurer que c'était officiel. Il a confirmé que l'avis d'expulsion avait été envoyé. Le loyer était en retard de 2 mois et il n'y avait aucun arrangement de paiement. Il semblait soulagé. A dit qu'il n'aimait pas avoir affaire à Olivia. A dit qu'elle agissait comme si quelqu'un d'autre payait toujours la note. Elle ne s'était pas trompée. Pendant des années, c'est exactement ce que j'avais fait. Mais j'avais arrêté. Et maintenant, elle apprenait ce que c'était que de se tenir sur ses propres pieds pour la première fois sans personne pour la rattraper. Le lendemain, j'ai reçu un email inattendu de son fiancé. Une longue et douloureuse excuse honnête. Il a dit qu'il ne savait pas combien j'avais couvert, qu'Olivia lui avait menti à propos de presque tout, le loyer, le mariage, les finances, même notre dynamique familiale. Il a dit qu'il avait été stupide. Il m'a remercié de ne pas l'avoir critiqué. A dit qu'il partait pour de bon et qu'il restait chez un ami jusqu'à ce qu'il puisse régler les choses. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié. L'excuse n'était pas ce qui importait. Ce qui importait, c'est que quelqu'un d'autre avait enfin vu Olivia pour ce qu'elle était vraiment et était partie. Je n'avais pas parlé directement à Olivia depuis ce matin où elle s'était présentée à ma porte, frappant comme un raid de police. Mais maintenant, elle était partout, appelant des parents, racontant des histoires, jouant la victime. Elle disait que j'en avais après elle, que je l'avais toujours détestée, que je voulais détruire sa vie. Sauf que cette fois, ça ne marchait pas. Les gens n'achetaient pas. Pas après la carte de crédit, pas après le loyer, pas après avoir entendu que ma propre mère avait cautionné tout ça. Mon oncle Drew m'a appelé ce soir-là, a dit qu'il avait parlé à Olivia et qu'il lui avait dit qu'elle devait arrêter d'appeler. Lui a dit qu'elle avait de la chance que je n'ai pas porté plainte plus tôt. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu lui as toujours offert des atterrissages doux toute sa vie. Peut-être qu'elle avait besoin d'un atterrissage dur. À la fin de la semaine, Olivia et mes parents étaient complètement isolés. Personne ne voulait plus entendre leurs excuses. Le groupe de discussion était revenu aux souhaits d'anniversaire et aux mêmes familiaux habituels, mais personne ne les taguait. Ils étaient toujours dedans, juste ignorés. Puis vint la lettre, une note manuscrite d'Olivia. Je l'ai ouverte, pensant peut-être y aurait-il quelque chose de réel à l'intérieur. Il n'y en avait pas. Elle m'accusait de profiter de la retombée. A dit que je voulais être le centre de l'attention. Elle a écrit que j'avais embarrassé la famille et que j'avais retourné tout le monde contre elle. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais heureuse maintenant parce qu'elle recommençait avec rien. La dernière partie était vraie. Elle n'avait rien. Pas de fiancé, pas d'appartement, pas de mariage, pas de facilitateur. Et pour la première fois, cela m'incluait. J'ai plié la lettre, l'ai posée, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à rassembler tous les documents auxquels j'avais encore accès, les anciens transferts de loyer, les plans de mariage partagés, même les fils de discussion où elle me demandait de l'argent. J'ai tout compilé dans un dossier étiqueté, au cas où. Parce que les gens comme Olivia n'apprennent pas des conséquences. Ils cherchent une autre voie. Je n'allais pas lui en donner une. Mais ce qui est arrivé ensuite, c'était quelque chose que même moi je n'avais pas vu venir. 3 semaines passèrent. Des semaines calmes. Plus d'appels tard le soir. Plus de coups de porte à l'improviste. Olivia était devenue complètement invisible, du moins pour moi. Mes parents aussi. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était enfin fini. Qu'ils avaient finalement abandonné. Puis j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats. C'était mince, juste un avis d'une page, mais cela m'a retourné l'estomac pendant une seconde. Olivia avait intenté un procès pour petite créance contre moi. Elle demandait des dommages et intérêts pour humiliation publique et préjudice psychologique que je lui avais causé en annulant le mariage et en attaquant son caractère. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Ça sonnait tellement délirant que j'ai ri, mais c'était réel.
Elle l'avait intenté elle-même. Pas d'avocat, juste sa signature, un tas d'accusations vagues, et une lettre tapée disant qu'elle avait été laissée pour reconstruire à partir de rien à cause d'un frère ou d'une sœur vindicatif et jaloux. Elle prétendait que je m'étais acharnée sur elle par pure rancœur. C'était son mot, la rancœur. J'ai déposé la lettre au bureau de mon avocat. J'en avais déjà embauché un après le bazar de l'usurpation d'identité, donc je ne m'inquiétais pas. Il l'a lu, l'a retourné, et a juste dit, ça ne tiendra pas 5 minutes au tribunal. Je devais me présenter, et je voulais le faire. La date du procès a été fixée pour un mardi matin. J'ai porté du noir. Elle s'est présentée en blanc. Cela vous disait déjà tout ce que vous aviez besoin de savoir. Le juge l'a à peine laissé parler avant de l'interrompre et de lui demander le rapport de fraude. Elle a commencé à pleurer. A dit que j'avais mal compris, qu'elle pensait que je voudrais aider. Que la famille signifie partager. Le juge lui a demandé pourquoi elle avait falsifié mon nom sur une carte de crédit et utilisé mon compte bancaire pour payer des services pour lesquels elle n'avait jamais obtenu ma permission. Elle n'a pas répondu, a juste regardé le sol. Affaire classée. Ensuite, je suis sortie du tribunal et je ne me suis pas retournée. Elle est restée sur les marches, pleurant toujours. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas sentie mal. Je pensais que c'était la fin. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre, pas d'Olivia, de son ex-fiancé. Il avait écrit une longue lettre personnelle. Il a dit qu'il avait finalement compris que le monde d'Olivia ne fonctionnait que si quelqu'un d'autre se sacrifiait pour elle. Il l'avait appris tard, mais il apprenait. Il m'a dit qu'il avait décidé de rendre visite à sa famille en Oregon et qu'il recommençait. Il m'a remercié de ne pas l'avoir encouragé. Il a dit, vous m'avez aidé à éviter une balle, même si je ne le savais pas, j'ai plié la lettre, l'ai mise dans un tiroir et je me suis assise en silence pendant un moment. Puis le téléphone a sonné. C'était ma tante Lisa. Elle a dit que la famille prévoyait de célébrer Thanksgiving plus tôt cette année et qu'il voulait que je vienne. Pas mes parents, pas Olivia, juste moi. J'ai dit oui sans réfléchir. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma cousine Jenna. Tu as fait ce qu'il fallait. Tout le monde le voit maintenant. Et c'est là que j'ai compris. Je n'étais plus la méchante dans leur histoire. Je ne l'avais jamais été. J'étais juste la première à dire non. Non à être utilisée. Non à la culpabilité. Non à porter leur chaos comme si c'était ma responsabilité. Olivia a tout perdu ce qu'elle avait construit sur des mensonges. J'ai juste perdu les gens qui pensaient que c'était normal.